réalité, tout le monde peut écrire du code. Mais évidemment, être un bon développeur va bien au-delà de la syntaxe et demande beaucoup plus d'efforts. Si on ne fait pas attention quand on apprend à coder, on développe des mauvaises habitudes qui sont assez difficiles à corriger par la suite. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble les compétences qui, selon moi, sont les plus sous-estimées et qui pourtant nous aident le plus à progresser. Et on va commencer tout de suite par savoir lire la documentation. Si vous codez depuis quelques temps, vous savez que le plus efficace quand on a un problème, surtout quand ça va un peu plus loin qu'un bug, c'est de lire la documentation officielle. Et pourtant, c'est la ressource qu'on utilise le moins. Souvent, on se retrouve sur Stack Overflow. Mais j'aimerais dire aux débutants que Stack Overflow ne vous apprendra pas à coder. Stack Overflow ne vous apprendra pas à maîtriser la technique que vous utilisez, ni le langage que vous apprenez. Lire la doc, en revanche, permet d'avoir une vision globale de ce qu'il est possible de faire dans le langage que vous apprenez, par exemple. Donc récemment, j'ai répondu à une question sur Stack Overflow où quelqu'un cherchait à optimiser l'affichage d'une vidéo avec Qt. Et en résumé, le problème était que cette personne n'utilisait pas le bon prototype de fonction. Puisque vous savez qu'une fonction peut avoir plusieurs prototypes, c'est-à-dire plusieurs versions. Et en bref, j'ai redirigé cette personne vers la documentation en expliquant les nuances entre les différents prototypes. Alors, je ne suis pas du tout en train de vous dire de lire la doc comme un livre de chevet, moi-même je ne le ferai pas et c'est inutile, mais simplement de l'utiliser davantage comme une référence. Et on peut le faire très simplement. Quand j'étais en DIT que j'apprenais encore à coder, j'utilisais simplement les fonctionnalités de mon IDE, donc les fonctionnalités d'autocomplétion, pour voir les autres méthodes. Et je regardais simplement l'extrait de documentation qui s'affichait, mais aussi des informations bien utiles, par exemple les limites de la fonction que j'utilise. Et personnellement, quand j'apprends une nouvelle technologie, j'aime bien parcourir de manière très rapide et très succincte la documentation pour savoir à peu près ce qui est proposé, ce qui existe. Et quand j'utilise une fonction en particulier, surtout les premières fois, j'aime bien lire la documentation officielle, enfin la description officielle, parce qu'il y a des informations utiles sur l'implémentation notamment. Et quand on s'intéresse aux questions d'optimisation, par exemple de son code, et ben c'est très intéressant. Et c'est ce qui permet d'en arriver à une certaine maîtrise du langage et pas juste une utilisation finalement très standard et bateau. Et donc en bref, Stack Overflow aide surtout à corriger des bugs. Souvent des choses qui sont liées un peu à des erreurs de syntaxe ou à une méconnaissance des fondamentaux théoriques, mais de manière primitive. Mais parfois Stack Overflow vous suggère des pistes d'exploration pour écrire du code plus optimisé. Et devinez quoi, souvent ces pistes mènent à la documentation officielle. Et pour finir de vous convaincre, j'ai remarqué aussi un avantage que j'ai été rapidement capable de me débrouiller seul, trouver la réponse seul, sans avoir besoin en fait d'avoir que le travail soit pré-mâché. Ce qui n'est pas un problème. Stack Overflow est fait pour aider les développeurs, mais quand même, il faut être capable de se débrouiller tout seul. Et justement, en parlant de Stack Overflow, la deuxième compétence que je pense être la plus sous-estimée, c'est d'apprendre à poser des questions techniques. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Moi-même, je ne dirais pas que je suis maîtresse de la question aujourd'hui. On sait que la programmation, ce n'est pas que écrire du code, c'est aussi beaucoup de documentation et beaucoup de recherche. Donc, savoir poser des questions techniques n'est pas du tout une compétence triviale. Aujourd'hui, j'ai un petit modèle qui est basé sur toutes les frustrations que j'ai pu ressentir en posant des questions ou en répondant à des questions sur Stack Overflow. Et on commence par le contexte. Alors, on ne raconte pas sa vie. Donc, c'est vraiment une ligne qui explique ce que vous essayez de faire. Ensuite, voilà ce que j'ai implémenté, c'est-à-dire le code que vous avez écrit. Voilà ce que j'espérais que ce code fasse, donc l'intention. De mon expérience, connaître l'intention des gens m'a permis de mieux les aider et de pouvoir dire à cette personne, eh bien si c'est ce que tu veux faire, ce que tu as écrit ne correspond pas à ton intention. Et en fait, c'est ça ton problème. Et ensuite, voilà le bug que j'ai, donc le problème que vous avez. Et ensuite, voilà ce que j'ai déjà tenté et qui n'a pas fonctionné, pour qu'on ne vous suggère pas des choses que vous avez déjà tentées et qui n'ont pas fonctionné. Et dans cette section, je suggère de mettre aussi, si vous en avez, des contraintes. Par exemple, je sais que j'ai pu implémenter ça en utilisant telle ou telle autre architecture, telle ou telle méthode, mais je ne peux pas, à cause de X, Y, Z dépendance que j'ai. Et encore une fois, ça fait gagner du temps, ça évite que les gens vous suggèrent des choses que vous ne pourrez pas implémenter à cause d'autres contraintes de votre projet. Et pour finir, vous taguez le post avec toutes les technos que vous utilisez, sans oublier, si c'est pertinent, les versions. Et ensuite, je ne sais pas si c'est une compétence, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'importance de réfléchir avant de coder. J'ai l'impression que ça tombe sous le sens, mais apparemment, il faut le dire quand même. J'ai croisé beaucoup trop de gens qui se jettent directement dans l'écriture du code et qui finissent par écrire du mauvais code, c'est-à-dire du code qu'il faudra révisiter de toute façon plus tard parce qu'il sera rempli de bugs. Et tout ça en utilisant l'excuse du « oui mais je le ferai mieux plus tard ». La réalité c'est que le plus tard n'arrive jamais. Et puis même s'il arrive, pourquoi repousser à plus tard l'effort qu'on peut faire tout de suite? En plus moi je suis très old school, vraiment je prends un papier et un crayon et sur ce papier et ce crayon que je déciderai de l'approche la plus optimale pour implémenter la fonctionnalité que j'essaie de faire ou de corriger le bug que j'essaie de corriger. Et de cette manière je prends mon temps pour réfléchir et pour trouver la solution la plus optimale sans écrire une seule ligne de code et je trouve que ça m'aide aussi à anticiper des bugs et des problématiques que j'aurai à retraiter plus tard. Et je comprends qu'on ait l'impression de perdre du temps sur l'instant en écrivant du bon code tout de suite. Mais en réalité, le temps qu'on prend pour planifier davantage et réfléchir un peu plus avant d'écrire du code, ça nous permet de gagner du temps plus tard, puisqu'on écrira un code qu'on n'aura pas besoin de révisiter encore une fois, 40 fois, parce qu'il sera rempli de bugs. Et bien sûr, dans la réalité, il faut prendre en compte les délais, qui souvent font qu'on se précipite et qu'on se retrouve dans ce genre de situation. Mais je trouve aussi qu'il faut faire l'effort de trouver le juste milieu entre la quantité de code et la qualité. En fait, il faut se dire que le mauvais code qu'on écrit maintenant, c'est le code qui viendra nous hanter 3 semaines plus tard. Et justement dans la même veine, une compétence qui est encore plus sous-estimée, écrire des bons tests, ou écrire des tests tout court pour certains. Un bon code, c'est un code qui a une grande couverture, c'est-à-dire qui prend en compte beaucoup de cas limites, c'est-à-dire beaucoup de cas d'erreur.
c'est-à-dire les situations où l'application pourrait crasher parce qu'on rencontre une situation, une manipulation qui n'a pas été prévue dans le code. C'est assez intuitif. Par exemple, vous avez un formulaire où vous demandez aux gens de rentrer leur âge. Quelqu'un rentre un nombre négatif. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Dans ce cas particulier, peut-être que l'application ne crashera pas, mais on se retrouvera en base de données avec des informations qui sont incorrectes, qui sont incohérentes. Que se passe-t-il si, encore une fois, on a un formulaire, je clique sur le bouton envoyer avant d'avoir un peu le formulaire? Est-ce que l'application crash? Il est assez évident qu'il faut créer des applications robustes pour pouvoir offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Et par application, je n'entends pas forcément une application mobile, ça peut être du web, du logiciel, peu importe. Il faut juste pas que ça crache tous les quarts d'heure. Et je sais que ça peut être pénible de prendre en compte les cas d'erreur. Parce qu'on se dit, oui, mais les gens feront les choses dans le bon sens. La réalité, c'est que c'est pas ça. Les utilisateurs font parfois n'importe quoi et ensuite se plaignent que l'application ne fonctionne pas. Ou alors, ils prennent des raccourcis et du coup, on découvre des bugs. Donc, c'est très important de prendre en compte les cas d'erreur. Et pour finir d'enfoncer le clou sur ce point, je vous conseille de mettre des garde-fous en front et en back. Parce que parfois, on se retrouve avec des incohérences entre les deux. Le point suivant s'applique à d'autres domaines que l'informatique, mais je trouve que les développeurs, en l'occurrence, ne valorisent pas assez l'expérience par les projets. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas de légitimité parce que je n'ai pas encore de stage, je n'ai pas encore d'expérience professionnelle. Et quand on pense à l'expérience professionnelle, on pense à l'expérience en entreprise. Alors que pas du tout. L'expérience, c'est simplement l'expérience finalement de développer des applications, de coder, en réalité, puisqu'on est développeur. Donc, quand on n'a pas d'expérience, on peut quand même se construire un portfolio et convaincre de notre maîtrise des technologies, de langage. Les anciens savent que je me suis d'abord lancé en art appliqué avant de me réorienter en informatique. Et s'il y a bien un concept que je continue à utiliser aujourd'hui, même en informatique, c'est le concept du portfolio. Donc les projets personnels ont de la valeur et aident énormément à soutenir sa candidature quand on postule pour un stage ou un emploi. Et tout particulièrement si ce sont des projets où vous offrez une solution à un besoin réel et si c'est un projet que vous avez mis en production, c'est-à-dire que vous avez des utilisateurs. Donc il s'agit de ne pas seulement écrire sur son CV qu'on connaît JavaScript, Java, etc., puisqu'avec ça, on ne peut faire que vous croire sur parole, mais de vraiment lister des projets dans lesquels vous pouvez démontrer en fait que effectivement vous maîtrisez une technologie, un langage, parce que vous avez fait tout un projet en utilisant cette technologie. Et attention, il n'y a pas besoin d'avoir 40 projets, 2-3 projets bien ficelés, c'est beaucoup plus efficace que d'avoir 50 dépôts sur GitHub qui ne sont pas terminés. Et c'est fou parce que plus une compétence est sous-estimée, plus elle est utile pour progresser. Et l'une d'entre elles, c'est la critique de code, le code review. C'est un exercice où il s'agit de récolter l'avis de quelqu'un de plus expérimenté sur son code, donc sur sa façon de coder et la qualité de son code. Et je ne peux pas vous dire à quel point c'est efficace pour progresser parce que c'est une sorte de mentorat qui vous aide à écrire du code de meilleure qualité. Donc pas seulement quelque chose qui fonctionne, mais quelque chose qui suit les bonnes pratiques, qui est facilement extensible, qui peut être maintenu sur le long terme et simplement de faire de vous des développeurs professionnels. C'est utilisé de manière régulière chez les big tech en particulier et même pour évaluer les performances des développeurs dans les grands groupes. Et je trouve ça dommage parce qu'en tant que communauté, je pense qu'on a tout intérêt à ce que cette culture soit diffusée dans les entreprises de toute taille, même les startups. Donc si vous avez accès dans votre entreprise, je vous encourage à en profiter parce que c'est pas implémenté partout. Et si vous n'y avez pas accès, un autre moyen d'apprendre, c'est de faire du peer programming, surtout si vous êtes toujours à l'école, c'est-à-dire de programmer à deux sur le même PC. Alors bien sûr, on avance moins vite, mais ça aide en fait à apprendre de style de l'autre et avoir des échanges sur les différentes solutions techniques pour résoudre un problème, pour créer une application. Et si vous n'êtes plus en études ou en complément, vous pouvez contribuer à des projets open source, puisque quand vous contribuez à des projets, avant que votre solution soit implémentée, quelqu'un va évaluer la qualité de votre code, votre solution, pour vérifier qu'il respecte tous les prérequis du projet. Donc c'est aussi une façon d'avoir ce code review et donc d'apprendre à acquérir du code propre. Et sûrement, selon moi, la compétence la plus sous-estimée en programmation, c'est l'algorithmique. J'ai rencontré des développeurs qui ne savent même pas ce que c'est. Donc c'est pour dire que ce n'est même pas enseigné dans toutes les formations et dans toutes les écoles. Alors c'est vrai que d'apparence, c'est pas absolument essentiel et ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on fait en entreprise, à ce qu'on fait au quotidien en tant que développeur. Mais qu'est-ce que ça aide à développer sa logique et ensuite à écrire du code optimisé, c'est-à-dire un code qui tourne vite et qui optimise la mémoire. Et pour être tout à fait honnête, c'est une compétence assez difficile à développer, ça prend du temps et très franchement, c'est pas sexy. Mais je peux vous garantir que c'est un investissement à long terme qui porte ses fruits. Et c'est essentiellement ce qui vous permettra, si vous souhaitez, d'avoir accès à des postes très sélectifs chez les big tech, donc Google, Facebook, etc. Quand j'ai passé mon entretien avec Google l'été dernier, j'ai passé 2 mois à faire des exercices d'algorithmique. J'en faisais 2 par jour, un le matin, un le soir, et c'était laborieux. Mais qu'est-ce que ça m'a aidé, ne serait-ce que dans mon stage de fin d'études, à écrire du code de meilleure qualité, parce que j'étais beaucoup plus sensible et beaucoup plus consciente des questions d'optimalité et de complexité de code. Donc je dirais que c'est surtout une habitude à prendre en résolvant des problèmes de temps en temps pour finalement sur le long terme développer une approche beaucoup plus optimale du code. Dites-moi quelles sont selon vous les compétences les plus sous-estimées en développement, en informatique, en programmation. Évidemment je vous lirai et je vous répondrai. À très vite.